de faire une petite communauté, et puis d'autres communautés avec celle-là, jusqu'à atteindre la cité, qui est la communauté politique la plus parfaite dont on a parlé tout à l'heure. Alors, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit que ces communautés de tailles différentes, de la famille, la tribu, dit Aristote, et puis la cité, c'est pas qu'une question quantitative du nombre de personnes qui appartiennent à cette communauté, c'est aussi qualitatif. Pourquoi ? Parce que ce que fait la famille, la cité ne peut pas le faire. Et qu'est-ce qu'elle fait, la famille ? Elle engendre. Elle engendre et elle éduque. Ça, c'est pas l'œuvre de la cité, c'est l'œuvre de la famille. Qu'est-ce que fait la famille ? La famille fait quelque chose que... La cité, qu'est-ce que fait la cité ? La cité fait quelque chose que la famille ne peut pas faire. Elle apporte un cadre et un contexte qui permet le bien vivre, le bene vivere. La famille toute seule, si elle devait pourvoir à tous ses besoins, elle ne pourrait pas vivre bien. Elle serait limitée beaucoup par un conditionnement terrible. Vous voyez, il faudrait construire la maison, produire ses vêtements, etc. Et du coup, l'aspect principal de la famille, qui sont des relations d'amour, ça serait diminué par un conditionnement matériel qui prendrait tout de plus en plus. Voilà. Alors, après avoir fait cette petite introduction, donc, Aristote nous donne une méthode d'analyse pour faire cette philosophie politique. Et donc ça se trouve au début aussi, livre 1, chapitre 1, 1252 à 1822. Alors, de même, en effet, que dans les autres domaines de la philosophie politique, il est nécessaire de poursuivre la division du composé jusqu'en ses éléments incomposés, qui sont les plus petites parties du tout. De même aussi pour la cité, en considérant les éléments dont elle se compose, nous apercevrons mieux en quoi les diverses formes d'autorité diffèrent les unes des autres et verrons qu'il est possible d'obtenir quelques résultats positifs pour tout ce que nous venons de dire. C'est-à-dire, quand on se trouve devant une réalité complexe, pour l'analyser, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut la diviser en ses éléments simples. Vous voyez ? Un élément simple est plus facilement compréhensible qu'un tout complexe. Vous avez une voiture, c'est un élément complexe, vous la comprenez que quand vous la démontez, puis que vous voyez tous les éléments les uns après les autres, à quoi ils servent, comment ils coopèrent entre eux, comment ils fonctionnent. Voyez ? Eh bien, la communauté, la cité, c'est une réalité complexe. Et donc, pour entrer dedans, avoir une intelligence de la cité, il faut la diviser en ses éléments simples. Quels sont les éléments simples ? Eh bien, l'élément le plus simple de la communauté qui est une cité, c'est la famille. C'est vraiment la communauté embryonnaire. La communauté embryonnaire. Donc, il faut commencer par élaborer une philosophie de la famille. Alors ça, c'est très intéressant parce que pour Platon, par exemple, la cité ne repose pas sur la famille, mais la cité repose sur l'individu. Ah, vous voyez la différence qu'il y a entre un individu et une famille. L'individu, il est interchangeable, anonyme. Nous sommes tous des individus. La famille repose sur la personne humaine. Et la personne humaine, elle est différente. C'est l'altérité. Il n'y en a pas deux qui sont égales. Dans les individus, nous sommes tous des individus. Autrement dit, une société qui repose sur l'individu repose sur l'aspect matériel, un peu matériel. Ce qui fait la qualité de l'homme, c'est justement sa personne. C'est la vie spirituelle. C'est la vie spirituelle qui fait une personne. Vous vous rappelez, quand on a parlé souvent, surtout en théologie, la distinction nature-personne. Nous avons tous la même nature humaine. De ce point de vue-là, on est tous des individus. Si je réduis la personne à sa nature humaine, corps et âme, nous sommes tous égaux. Mais
cette nature, elle se développe diversement. Si je cherche la vérité, je cherche à aimer, je grandis dans ma nature humaine, je deviens une vraie personne humaine. Si je vis comme un animal, je ne grandis pas. Alors vous voyez, si je fonde la société sur la famille, je fonde la société sur des personnes qui ont atteint leur fin. C'est-à-dire des réalités extrêmement qualitatives. Si je fonde la société sur l'individu, je ne parle plus de la finalité. C'est terminé. Je parle d'un aspect matériel et formel. Or, si on ne parle pas de la personne, c'est-à-dire du développement de la nature humaine du côté de l'esprit, parce que ce qui nous distingue de toutes les réalités, c'est notre esprit. Je vis comme un animal, c'est corporel, par exemple, c'est matériel. Si je ne parle pas de la personne humaine, le risque, c'est que l'individu se réduit à l'aspect matériel, c'est-à-dire à la vie corporelle. La vie de l'esprit est niée, parce que c'est par l'esprit qu'on se différencie. Le corps aussi, bien sûr, mais le corps, c'est quand même assez matériel. Voilà. Alors, les personnes se différencient par leur esprit. Si je fonde la société sur l'individu, et aujourd'hui, bon, vous voyez, si on regarde bien, la suppression de la différenciation qui est éminemment personnelle, on se différencie par nos personnes. Si on supprime cette différenciation, à quoi on aboutit? À des individus. Il y a plusieurs facteurs qui favorisent l'individu. C'est la consommation. Parce que si il n'y a plus la vie de l'esprit, il n'y a plus la prudence. Et donc ce sont les instincts qui vont se développer, qui vont dominer sur l'individu. Donc, un espèce d'égoïsme. L'individu, souvent, il va être très égoïste. Tandis que la dimension personnelle, je suis en relation avec un autre. Je ne suis pas seul. L'individu, il est seul. Et donc, son intérêt, c'est le sien. Si je suis dans l'amour, il n'y a pas que mon intérêt, il y a l'intérêt de l'autre. Et je suis même responsable de l'autre, de son intérêt à lui. Vous voyez, c'est tout différent comme conception de la société. Une société individualiste est repliée sur elle-même. Elle ne sera pas féconde. Une société fondée sur la famille, alors je suis attentif à l'autre. Je ne suis pas dans mon égoïsme. Vous voyez, et les instincts me poussent à l'égoïsme, à l'égocentrisme. Vous voyez, sans faire de morale, c'est simplement une constatation qu'on a. Bon, Platon, c'était la société, fondée sur l'individu. Aristote est le premier à dire, non, la cité, elle sera fondée sur la famille. Parce que c'est la communauté naturelle. Vous voyez, vivre seul, ce n'est pas naturel. On est fait pour vivre déjà à deux. Sauf appel de Dieu. Alors là, c'est autre chose au plan chrétien. Autrement, c'est pas naturel. On peut être appelé par Dieu à vivre seul. Ça, c'est entendu. Et c'est pas seulement la vie religieuse. Ça peut être aussi autre chose. Mais ce n'est pas notre discours ici. On est dans un discours philosophique ici. Donc, la communauté de base, la plus simple, la plus naturelle, mais la moins parfaite. C'est la cité qui est la communauté parfaite. Alors là, déjà, vous avez la tension et le dilemme entre la perfection et la simplicité, qui ont des exigences, chacun, qui ne se rencontrent pas. C'est pour ça que la vie en commun, elle est difficile. Parce que la vie en commun a des exigences qui peuvent parfois sembler contraires à la vie familiale, à la vie de la petite communauté. Vous voyez, les conditions de vie de la communauté, les conditions de vie de la famille, parfois s'opposent. Parce que c'est la complexité qui amène la perfection, parce qu'il y a une complémentarité, il y a une complétude, les uns les autres, on se complète. Évidemment, dans la famille, on ne peut pas avoir toutes les compétences, on ne peut pas avoir toutes les qualités, mais il y a le principal.
il y a le sens de la vie, il y a l'amour, il y a la finalité, il y a la qualité. Donc, ce sera toujours le rapport entre la famille et la société qui sera, je ne dis pas conflictuel, mais qui sera à bien regarder et qui sera à bien gérer. Parce que facilement, la communauté humaine, la cité, peut imposer des choses qui sont contraires au bien de la famille. C'est ça qu'il faut préserver. Alors, ça touche ici les rapports entre le bien personnel de la famille et le bien communautaire, le bien commun. Vous voyez, quel rapport y a-t-il? Si les hommes s'associent, c'est pourquoi? C'est en vue de pouvoir vivre leur vie de famille. S'ils ne sont pas associés à d'autres familles, ils ne pourront jamais vivre leur vie de famille. Parce que les exigences sont trop fortes. Vous voyez ? Construire sa maison, faire ses habits, faire son jardin pour se... Vous voyez, on a besoin de s'associer aux autres. Si on passe son temps, vous voyez, à faire des choses pour que la famille puisse vivre, la famille ne vit plus. Parce qu'on passe son temps à faire des choses, à cultiver son jardin, faire ses vêtements, voilà. Et donc, le bien commun, il est en vue du bien personnel. On s'associe pour que notre vie de famille puisse être possible. Là, c'est important, ce rapport entre le bien personnel, qui est le bien familial, et le bien commun, qui est le bien de la cité. Et c'est ça qu'Aristote met en lumière. C'est que on a besoin de se mettre ensemble en vue du bien familial. Voilà. Alors, on commence la philosophie politique par la philosophie de la famille, puisque c'est l'élément simple, l'élément premier. Quelles sont les relations, quelle est la vie de la famille? C'est la vie du couple, la vie des époux, en premier lieu, qui est source de la famille. Puis, c'est les relations entre les parents et les enfants. Et puis, c'est les relations des enfants entre eux. Et quelque chose de tout à fait particulier dont on va parler aujourd'hui, parce que ça a été très critiqué chez Aristote, c'est l'aspect du maître et de l'esclave. Pour Aristote, la famille, elle implique des esclaves. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on va parler de ça parce que c'est très épineux, c'est très chaud comme sujet. Et puis la prochaine fois, on fera une philosophie de la famille. Alors, vous voyez déjà, les relations qui existent dans la famille, les époux entre eux, on a vu ça l'année dernière, c'est l'éthique. C'est l'acte volontaire d'amour qui implique un choix libre. Les relations entre enfants et parents, c'est tout l'aspect de l'éducation. Avec l'amour des époux, évidemment, il y a la création. Et alors là, Aristote dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la procréation, c'est quelque chose de naturel, qui vient du choix d'amour. Oui, la famille n'est pas conventionnelle. Elle n'est pas conventionnelle, elle est naturelle. Et la procréation est aussi naturelle. Un naturel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choix. Bien sûr que oui. Les époux, ils se choisissent. Mais une conséquence, c'est qu'il y aura naturellement des enfants. Et le rapport des parents et des enfants, c'est l'éducation. C'est en vue de l'éducation des enfants. Et le but de la famille, cette petite communauté personnelle, c'est procréation, éducation. Ce que la cité ne fait pas, comme on a dit. Le rapport des enfants entre eux, c'est l'apprentissage de l'amitié. Et le rapport du maître et de l'esclave, alors on va voir ce que c'est. Donc, je vous lis un autre passage d'Aristote qui dit tout cela. Ça se trouve au chapitre 2 du livre 1. La première union nécessaire est celle de deux êtres qui sont incapables d'exister l'un sans l'autre. C'est le cas pour le mâle et la femelle en vue de la procréation. Et cette union n'a rien d'arbitraire. C'est un choix.
Mais comme dans les autres espèces animales et chez les plantes, il s'agit d'une tendance naturelle à laisser après soi un autre semblable à soi. C'est-à-dire la procréation, elle est en vue de la survie de l'espèce. Et vous voyez, cette survie de l'espèce est laisser après soi un autre semblable à soi. Les enfants. Cette survie de l'espèce, elle est tellement nécessaire que dans la procréation, il y a un bien si fort que la procréation devient quelque chose qui est un bien. Vous voyez, c'est pas un devoir, vous voyez, qu'on remplirait, une obligation qu'on remplirait. La survie de l'espèce, elle est tellement importante et nécessaire que dans la procréation, il y a une joie et il y a quelque chose de très très fort. Oui. C'est lié à la survie de l'espèce. C'est lié à la survie de l'espèce. Alors au plan chrétien, on comprend pourquoi est-ce que Dieu a mis dans la procréation, a voulu dans la procréation une jouissance très forte pour assurer la survie de l'espèce. C'est lié à ça. La raison pour laquelle il y a cette jouissance si forte, c'est la survie de l'espèce. Alors, c'est encore l'union de celui dont la nature est de commander avec celui dont la nature est d'être commandée en vue de leur conservation commune. Alors, dans la famille, il y a celui qui commande et celui qui est commandé. Alors, ce n'est pas seulement les parents, les enfants, c'est aussi le maître et l'esclave. Et on va voir petit à petit qu'est-ce que ça veut dire. En effet, pour ce dernier cas, c'est-à-dire celui qui commande et celui qui est commandé, l'être qui, par son intelligence, a la faculté de prévoir, est par nature un chef et un maître, tandis que celui qui, au moyen de son corps, est seulement capable d'exécuter les ordres de l'autre, est par sa nature même un subordonné et un esclave. De là vient que l'intérêt du maître et celui de l'esclave se confondent. Alors vous voyez, on pourrait dire, d'une certaine manière, que c'est la situation des enfants. Un enfant qui naît, il ne sait rien. Les parents, ils ont l'expérience de vie, ils ont la prudence, ils ont découvert leur finalité puisqu'ils sont mariés. L'enfant, il ne connaît rien de tout ça. Donc comment il va grandir? Si la croissance est la tendance vers un bien, eh bien, toute l'éducation, c'est que les enfants se mettent à l'école des parents, qui, eux, ont découvert la finalité et peuvent guider les enfants vers leur fin. Leur apprendre. Évidemment, à un moment donné, il y aura un choix personnel. Il faut que cette fin soit choisie et pas seulement reçue passivement des parents. Et les enfants ne connaissent rien, donc il faut que les parents, ils les instruisent et les guident vers leur bien propre. Ça va être tout l'aspect d'éducation. Mais il se trouve qu'il n'y a pas seulement que les enfants. Il y a aussi des adultes qui sont par nature imprudents, parce qu'ils n'ont pas eu de famille, ils ont été abandonnés, ils n'ont pas été éduqués, parce que ils ont mené une vie mauvaise, vous voyez, en se laissant aller à leur passion, parce qu'il peut y avoir plein de raisons qui font qu'une personne n'est pas capable de prudence. Comment peut-elle survivre dans le monde si elle n'a pas de prudence? C'est pas possible. On ne peut pas s'en sortir sans prudence. Vous voyez? Alors, il est bon pour celui qui n'a pas de prudence, qui n'a pas découvert sa fin, de se mettre à l'école de quelqu'un qui lui connaît ça, qui est prudent et qui a découvert sa finalité. C'est ce qu'Aristote appelle un esclave par nature. Alors pour nous, c'est choquant, cette expression, esclave par nature. Mais qui est esclave par nature? Nous sommes tous libres. Nous sommes tous nous sommes tous des personnes ayant une capacité de choix. Sauf que cette capacité de choix, pour qu'elle soit bonne, elle réclame la prudence. Puisqu'on choisit des moyens en vue d'une fin. Et il faut la prudence. Et ceux qui n'ont pas la prudence, eh bien c'est bon pour eux d'avoir un maître qui les conduise.
et qui leur apprennent petit à petit. Vous vous rappelez que les vertus, comme la prudence par exemple, elles s'acquièrent par la répétition d'actes. On répète des actes et petit à petit on devient prudent. Celui qui n'est pas prudent, il ne pourra jamais acquérir la prudence, mais s'il ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas faire un acte de prudence, il a besoin de quelqu'un qui lui montre ce que c'est qu'un acte de prudence. Et petit à petit, en répétant les actes de prudence, il va devenir prudent. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, parce qu'on a dit que la fin, elle doit être choisie. Et donc, si j'acquiers des actes de prudence, j'apprends à être prudent, c'est pas suffisant parce que c'est l'attraction du bien qui est fin qui me donne la vraie prudence. Ça ne s'apprend pas comme une compétence d'un ingénieur ou de je sais pas quoi. La prudence, ça ne s'acquiert pas comme une compétence puisque la fin, elle est personnelle. La prudence, elle sera personnelle. Mais déjà, si un maître peut génériquement, j'allais dire, une prudence de base qui est pour tous les hommes, élever l'esclave pour lui donner des rudiments de prudence, alors l'esclave va grandir. Il va grandir dans sa personne, il va se transformer. Et voyez, entre le maître et l'esclave, nous on est très pris par la dialectique marxiste, où il y a toujours l'opposition maître-esclave. Chez Aristote, c'est une complémentarité. Ils ont le même intérêt. Ils travaillent ensemble pour la même chose. L'esclave en profite de la sagesse du maître, et petit à petit, il devient sage par la sagesse du maître, et le maître, il profite de l'esclave, parce que par lui-même, il ne peut pas tout faire. Il a besoin de quelqu'un qui l'aide. Alors, esclave par nature, par nature, c'est ça que veut dire Aristote. C'est-à-dire, c'est pas la nature humaine qui peut être esclave, puis d'autres qui peuvent pas, qui ne sont pas esclaves. C'est pas ça. Ça s'enracine pas dans la nature humaine. Ça se comprend par rapport au conditionnement de la personne humaine. Les conditionnements peuvent être tellement désastreux qu'une personne est incapable de survivre. Et elle a besoin de quelqu'un qui lui montre. Donc, dans la famille, il y a des esclaves. Et il y a des esclaves entendus en ce sens-là, et c'est le bien de l'esclave d'être à l'école d'un maître, et c'est le bien du maître d'avoir des esclaves. Oui. Ils coopèrent à la même œuvre, même finalité, donc unité. Unité dans la finalité du maître et de l'esclave. Ils travaillent ensemble pour la même finalité, qui est le bien commun de la famille. Vous voyez, les esclaves permettent à la famille d'avoir une autonomie matérielle. Alors aujourd'hui, on a tellement de possibilités que les esclaves sont remplacés par des machines. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'esclaves. Mais au temps d'Aristote, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de voiture, il n'y a rien. Et donc, on est obligé d'avoir des serviteurs qui nous aident pour avoir une certaine autonomie matérielle. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est plus d'actualité. Et puis alors, c'est coloré par tout ce qu'on a vécu au Moyen-Âge et avant dans le colonialisme, où on a, alors Aristote en parle aussi, l'esclave par violence. Et il dit, l'esclave par violence est contraire à la personne humaine, à la dignité de la personne humaine. C'est contraire. Pourquoi ? Parce que l'esclavage, c'est être soumis à la sagesse d'un autre. Mais si cet autre... Alors, comment ça arrive, l'esclavage par violence ? Lors de guerres, quand il y a des guerres, ceux qui sont vaincus deviennent les esclaves des vainqueurs. Et alors, c'est contraire parce que celui qui est soumis à un autre, s'il a découvert déjà sa finalité, s'il est déjà prudent, être soumis à un autre, c'est contraire à sa dignité. Et c'est contraire à la personne humaine. Donc, l'esclavage par violence est refusé par Aristote. Oui. Or, la plupart du temps, quand on parle de l'esclavage, c'est celui-là dont on parle. L'esclavage par violence. Et ça, Aristote le refuse catégoriquement, parce qu'au lieu de faire grandir la personne, ça l'avilit. Alors, je vais vous trouver, j'espère que je l'ai noté, le passage de l'esclavage. Alors,
Oui, l'esclave par nature, hein, je vous l'ai dit, je crois. En effet, pour ce dernier cas, l'être qui par son intelligence a la faculté de prévoir, la prudence, hein, est par nature un chef et un maître, tandis que celui qui, au moyen de son corps, est seulement capable d'exécuter les ordres de l'autre, est par sa nature même un subordonné et un esclave. De là vient que l'intérêt du maître et celui de l'esclave se confondent. L'intérêt de l'esclave est supérieur à l'intérêt du maître, hein, parce que l'intérêt de l'esclave, c'est la finalité de sa personne, c'est grandir dans sa personne. L'intérêt du maître, c'est d'avoir une aide, pour l'autonomie de sa famille. Alors après, l'esclavage par violence, donc voici ce qu'il est dit. Ça se trouve au chapitre 6 du livre 1, toujours. On voit encore qu'une pareille distinction existe dans des cas déterminés où il est avantageux et juste pour l'un de demeurer dans l'esclavage et pour l'autre d'exercer l'autorité du maître, et où l'on doit obéir et l'autre commander, suivant le type d'autorité auquel ils sont naturellement destinés et par suite suivant l'autorité absolue du maître, tandis que l'exercice abusif de cette autorité est désavantageux pour les deux, à la fois, car l'intérêt est le même pour la partie, pour le tout, pour le corps et pour l'âme, et l'esclave est une partie de son maître, il est en quelque sorte une partie vivante du corps de ce dernier, mais une partie séparée. De là vient qu'il existe une certaine communauté d'intérêt et d'amitié entre maître et esclave, quand leur position respective est due à la volonté de la nature. Mais s'il n'en a pas été ainsi que le rapport repose sur la loi de la violence, c'est tout le contraire qui a lieu. Tout le contraire. C'est-à-dire, c'est un désastre pour le maître et pour l'esclave. Pour l'esclave, on comprend bien pourquoi c'est un désastre, hein, parce qu'il est empêché, c'est une injustice, hein, on l'empêche d'atteindre sa fin, et pour le maître, c'est aussi un désastre, parce qu'il ne peut pas justement avoir une relation avec celui qui lui est soumis, comme Aristote le dit, il prend plusieurs analogies pour montrer le rapport du maître et de l'esclave, et une analogie, c'est le corps et l'âme. C'est-à-dire l'âme commande en maître au corps, mais sans le dominer, en l'assumant, c'est-à-dire en prenant ce qu'il est et en le faisant grandir, en l'accompagnant dans sa croissance. Ce n'est pas une domination. Si j'ai un esclave par violence, je dois le dominer, parce que c'est un ennemi qui a été capturé. Vous voyez, et ça, c'est pas du tout ce qu'Aristote entend. Donc, aussi bien pour le maître que pour l'esclave, c'est un désastre. L'esclavage artificiel par violence. Alors, pour mieux rentrer dans la relation du maître et de l'esclave, Aristote prend plusieurs analogies. Donc, je viens de vous en dire une. La première, c'est instrument animé et inanimé. L'instrument inanimé, vous voyez bien ce que c'est un stylo, c'est une voiture, etc. L'instrument animé, par exemple, dans une entreprise, eh bien, ça va être tous ceux qui ne sont pas du gouvernement de l'entreprise. Ils aident chacun à leur rôle, sont des instruments animés. Parce que ce sont des instruments animés spirituels, ils doivent être respectés dans leur vie personnelle. Hein? C'est toute la différence entre un instrument animé et inanimé. Un instrument inanimé, je m'en sers, je le possède. Un instrument inanimé, séparé, je ne le possède pas. C'est une collaboration. Je ne le domine pas comme un instrument inanimé. Hein? Je m'en sers en respectant sa liberté, son intelligence, sa personne. Donc ça, c'est la première distinction, instrument animé et inanimé. Deuxième analogie, c'est celle de l'instrument d'efficacité et l'instrument de vie. Alors ça, c'est très important. L'esclave, dit Aristote, n'est pas un instrument d'efficacité en premier lieu. Vous voyez, ça semble contradictoire avec ce qu'il avait dit au point de départ, où il disait que l'esclave était pour le bien de la famille, l'acquisition des richesses. Le maître de famille ne peut pas tout faire, il a besoin d'aide.
pour son jardin, l'acquisition des richesses, l'alimentation, il a besoin de quelqu'un qui l'aide à faire son jardin, il ne pourra pas tout faire. Donc, l'esclave est un instrument d'efficacité, mais pour Aristote, ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est que c'est un instrument de vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un instrument de vie? Eh bien, vous avez deux types d'instruments. Vous avez des instruments dont vous servez pour produire, et vous avez des instruments dont vous servez pas pour produire, mais pour vivre. Par exemple, vous mettez des habits. Vous vous habillez. Ça ne produit rien du tout, mais c'est un instrument dont vous servez pour vivre. Eh bien, l'esclave est de ce type-là. Il est bien sûr un instrument d'efficacité, mais ce n'est pas la première chose pour Aristote. C'est un instrument de vie. Un instrument de vie qui sert à quoi, alors? Eh bien, et c'est là tout la fine pointe du rapport du maître et de l'esclave chez Aristote. Un instrument de vie doit être compris comme la collaboration de l'âme et du corps. Le corps, pour moi, c'est un instrument de vie. Il y a une unité entre l'âme et le corps telle qu'il n'y a qu'une seule vie. Il n'y a qu'une seule finalité. Et on coopère tous les deux. J'ai besoin du corps et le corps a besoin de l'âme. Le corps a besoin de l'âme, sinon il va s'adonner aux passions. L'esclave a besoin de la sagesse du maître pour apprendre et acquérir la sagesse. Mais l'âme a besoin du corps. Sans le corps, l'âme ne peut pas vivre. Et entre le patron et l'esclave, entre le maître et l'esclave, c'est pas seulement la richesse dont le maître a besoin, et ça c'est l'instrument d'efficacité, c'est aussi une collaboration éthique, c'est-à-dire une amitié qui va être autre que celle de l'époux et de l'épouse, une amitié qui va naître entre le maître et l'esclave. Au point que, alors c'est pas dit explicitement dans Aristote, mais tous ceux qui commentent Aristote le disent, c'est que normalement le maître doit libérer l'esclave. C'est-à-dire, ça doit se terminer par la libération de l'esclave, parce qu'il est capable d'être prudent et d'avoir atteint sa fin. Donc, il faut pour ça que le maître soit un sage, c'est-à-dire que le maître soit magnanime, qu'il a atteint une sagesse et que le bien de l'esclave compte plus pour lui que son propre bien. C'est le propre de la bienveillance. Vous vous rappelez qu'on avait vu en éthique la bienveillance et l'amour qui est entre les époux. Ça ne suffit pas d'avoir de la bienveillance. Il faut que ça soit réciproque et connu. Mais la bienveillance, c'est la gratuité du bien qu'on veut à l'autre. La gratuité, sans un retour pour soi. Un bien désintéressé. Eh bien, le rapport du maître et de l'esclave, ça doit être ça. C'est pour ça que l'esclave est un instrument de vie. C'est qu'il doit y avoir entre le maître et l'esclave un rapport d'amitié qui fait que le maître veut le bien de l'esclave. Alors cette parole esclave, elle est pénible, parce qu'elle est riche d'un passé et d'un poids négatif. Mais pour Aristote, c'est pas du tout ça. Le maître, il doit vouloir d'un amour de bienveillance le bien de l'esclave, et le bien de l'esclave, c'est d'atteindre sa fin. C'est-à-dire de sortir de la famille, parce qu'il aura atteint la prudence et la sagesse pour pouvoir fonder une autre famille. Oui. Alors, ne disons pas que... mais ça, c'est à cause de l'analogie de l'instrument d'efficacité, l'instrument de vie. Vous voyez ? On peut dire ça, parce que si l'esclave est nécessaire pour le bien et l'autonomie de la famille, l'esclave est tout autre pour le maître. Et lui apprend aussi des choses. Vous voyez, le rapport du maître avec l'époux, le rapport du maître avec les enfants, le rapport du maître avec l'esclave, c'est pas les mêmes. C'est très différent. Vous voyez, le rapport de l'époux et de l'épouse, c'est un rapport pratiquement d'égalité. Parce qu'on est tous les deux, on s'aime réciproquement, et il y a un échange complet. Avec les enfants, c'est pas un rapport d'égalité. Les parents, ils ont une richesse, une sagesse, une expérience de vie que les enfants n'ont pas, ils ont tout à apprendre. Donc les enfants sont passifs et réceptifs à l'égard des parents.
Puis quand ils grandissent, eh bien, ils deviennent de plus en plus actifs. C'est-à-dire, ils prennent en charge leur vie. Et c'est normal, hein, parce qu'à un moment donné, il faudra qu'ils soient autonomes, capables de se débrouiller tout seuls. Le rapport avec l'esclave, c'est autre chose que le rapport avec les enfants. Il y a quelque chose de très semblable, c'est que l'esclave doit apprendre la sagesse du maître, mais il n'y a pas un rapport aussi étroit entre l'esclave et le maître qu'entre les parents et les enfants. Parce que l'esclave n'est pas le fruit de l'amour des parents. Il n'a pas la même chair et la même... Voilà, c'est un autre. C'est une autre personne. Et donc, dans le rapport d'amitié qui va exister entre le maître et l'esclave, il va falloir tenir compte, et ça se fait naturellement, bien sûr, hein, que ce n'est pas la chair de ma chair, les os de mes os, pour prendre une parole, hein, c'est un autre. Et donc, il y a quelque chose, une intimité qui n'existe pas entre le patron et entre le maître et l'esclave, qui peut exister avec les enfants. Vous voyez, l'amitié qui va exister et qui doit exister entre les enfants et les parents, petit à petit, grâce à l'éducation, il doit y avoir un rapport d'amitié entre les enfants et les parents pour que la communication se fasse encore mieux, mais un rapport qui est une intimité qui n'est pas celle de l'époux et de l'épouse, qui est spéciale, qui est celle des parents et de l'enfant. On verra tout ça, on essaiera de faire un petit cours sur le rapport des parents et de l'enfant, qui est autre chose, qui est une autre expérience entre le maître et l'esclave. Et donc, le maître, il est éduqué lui aussi par la présence de l'esclave. Il doit respecter petit à petit la finalité propre de l'esclave et le conduire même, l'accompagner dans cette finalité. Alors que l'enfant, la finalité, c'est la famille pour le moment, jusqu'à ce qu'il soit adulte et mûr, où il se séparera de la famille pour faire une autre famille. Il y a des similitudes entre l'enfant et l'esclave, mais on voit bien que la réalisation de l'amitié qui existe entre les enfants et les parents n'est pas du tout la même qu'entre celle du maître et de l'esclave. Donc ça apprend à avoir une affection à l'égard de la personne humaine qui soit modulée et dépendante du bien en face duquel on se trouve. Voilà, donc nous avons terminé. Je voudrais juste vous lire encore un ou deux passages d'Aristote sur ce qu'il dit, la collaboration du maître et de l'esclave. Voici ce qu'il dit dans le chapitre 4, au début du chapitre 4 du livre 1. La propriété est une partie de la famille et l'art d'acquérir une partie de l'économie domestique. Car sans les choses de première nécessité, il est impossible de vivre et de bien vivre. Et de même que dans un art bien défini, l'artisan sera nécessairement en possession des instruments propres à l'accomplissement de l'œuvre qu'il se propose, ainsi en est-il pour celui qui est à la tête d'une famille. Et les instruments dont il dispose sont les uns inanimés, les autres animés. Par exemple, pour le pilote, la barre est un être inanimé, et le timonier un être animé. Car dans divers métiers, celui qui aide reste dans le genre instrument, dans un navire. Il y a celui qui pilote, il y a des instruments inanimés, c'est le gouvernail, puis il y a les timoniers qui sont des instruments animés. Et on ne commande pas de la même manière, à l'un et à l'autre. Et tous les deux sont considérés comme des propriétés. Alors là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire propriété, De même également, la chose dont on est propriétaire est un instrument en vue d'assurer la vie et la propriété dans son ensemble, une multiplicité d'instruments. Vous voyez, ça c'est le droit de propriété de la famille. Il est légitime que la famille ait une propriété. Vous voyez, parce que ce sont des instruments dont elle a besoin pour vivre.
L'esclave lui-même est une sorte de propriété animée, et tout homme au service d'autrui est comme un instrument qui tient lieu d'instrument. Si, en effet, chaque instrument était capable, sur une simple injonction ou même pressentant ce qu'on va lui demander, d'accomplir le travail qui lui est propre, comme on le raconte des statues de Dédale ou des trépieds d'Héphaïstos, etc., si de la même manière les navettes tissaient d'elles-mêmes, et les plectres pinçaient tout seuls la cithare, alors ni les chefs d'artisans n'auraient besoin d'ouvriers, ni les maîtres d'esclaves. Quoi qu'il en soit, vous voyez, les instruments inanimés, il faut quelqu'un qui s'en serve pour produire le bien. Et le maître, il ne peut pas tout faire. Il a aussi ses exigences, et c'est pour ça qu'il a des aides qui ne sont pas les enfants, car ils ne sont pas encore capables. Donc l'esclave ou le serviteur, il est là pour se servir des instruments de propriété en vue du bien de la famille, en vue du bien commun de la famille. Si les navettes tissaient d'elles-mêmes et les plectres pinçaient tout seuls la cithare, alors ni les chefs d'artisans n'auraient besoin d'ouvriers, ni les maîtres d'esclaves. Quoi qu'il en soit, ce qu'on appelle les instruments sont les instruments de production, tandis qu'une propriété est un instrument d'action. C'est ainsi que de la navette, on obtient quelque chose d'autre que son simple usage, c'est un instrument d'efficacité, alors que du vêtement ou du lit, on ne tire que l'usage. C'est une propriété qui est un instrument de vie. De plus, comme la production diffère spécifiquement de l'action, et que l'une et l'autre ont besoin d'instruments, ces instruments aussi doivent nécessairement présenter la même différence. Or, la vie est action et non production, et par suite aussi l'esclave est une aide à ranger parmi les instruments destinés à l'action, et pas à la production. C'est bon de voir ça, que la propriété de l'esclave, alors évidemment une personne n'est jamais en propriété d'une autre, il faut bien comprendre ça, mais c'est une collaboration dans le travail qui fait qu'il est comme une propriété de l'autre, s'il collabore à la même œuvre. Voilà, ajoutons que le terme propriété s'emploie de la même façon que le terme partie. C'est ça qui pourrait mieux nous faire comprendre. C'est une partie, donc une partie d'un tout. Donc c'est comme si le tout était la propriété des parties. Les parties constituent un tout. C'est pas le terme propriété au sens où aujourd'hui on l'entend. C'est le terme propriété au sens de propre. Ce qu'on a de propre. La partie n'est pas seulement partie d'une autre, etc. Voilà, donc je finis. Voilà, là aussi c'est l'analogie du corps et de l'âme. Ces dernières considérations relèvent sans doute d'un examen par trop étranger à notre sujet. Pour nous en tenir à l'être vivant, rappelons d'abord qu'il est composé d'une âme et d'un corps, et que ces deux facteurs, le premier est par nature celui qui commande, et l'autre celui qui est commandé. Comme le corps et l'âme. Le corps, il est commandé par l'âme, par nature. Et nous devons examiner ce qui est par nature, de préférence chez les êtres qui sont dans un état, dans leur état normal, et non chez ceux atteints de corruption. Et par suite, c'est l'homme se trouvant dans la meilleure condition possible sous le rapport à la fois du corps et de l'âme qui doit faire l'objet de notre étude, et c'est en lui que se manifeste le mieux le jeu de ces deux facteurs. Chez les gens vicieux, en effet, ou se trouvant dans une position perverse, le corps semblera souvent commander à l'âme. Voilà, en raison de l'état défectué et dénaturé du sujet. Ainsi donc, c'est en premier lieu dans l'être vivant, disons-nous, qu'il est possible d'observer l'autorité du maître et celle du chef politique. Voilà, autrement dit, l'esclave, il faut qu'il ait un minimum de disposition pour grandir. Si je prends un serviteur qui est rempli de vices, ça sera plutôt un obstacle qu'une aide, bien sûr. Donc il faut la disposition chez l'esclave de vouloir grandir et de vouloir être à la remorque de la sagesse d'un maître. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui. Est-ce qu'un bon maître était à la base un bon esclave?
Est-ce que les... Est-ce qu'un maître Oui. était un esclave à la base? Non, 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 non. Un maître, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation, qui est né dans une famille. Donc il était esclave, vous parlez? Non, 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 non. Il a reçu une éducation comme un enfant. Vous voyez, un enfant, il se laisse éduquer par les parents, et puis s'il est bien éduqué, ben, il arrive à faire ses choix, et en particulier à choisir une épouse pour faire une autre famille. Donc il n'a pas été nécessairement un esclave qui peut devenir un maître, oui. Mais il n'est pas nécessaire qu'un maître ait été esclave avant. Non. Et l'âme, elle n'est pas parfaite, donc si elle a besoin du corps. Oui, tout à fait. Elle est parfaite. Alors, vous voyez, formellement, elle est parfaite parce que il y a les facultés spirituelles de l'intelligence, de la volonté. Structurellement, elle est parfaite. Hein. Il n'y a rien qui manque. Mais ces facultés demandent de produire des actes pour grandir. Et c'est là qu'il peut y avoir du plus et du moins. Oui. Quelqu'un qui sert de son intelligence, voyez, non pas pour aimer, mais pour dominer, par exemple, eh bien, il ne grandit pas. Il ne va pas grandir. Hein. Parce qu'il ne peut pas recevoir de celui qu'il domine le bien qu'il pourrait lui donner. Vous voyez, si je suis dans l'amour, je reçois de l'autre le bien qu'il me faut pour grandir. C'est le bien qui me tire vers le haut, qui me fait grandir. Hein. Si je suis tout le temps dans un rapport de domination, je ne peux pas recevoir ce bien. C'est moi qui lui impose un bien. Voilà. Et donc, pour que l'esclave grandisse, il faut qu'il y ait ce rapport d'amitié entre les deux, pas de domination. S'il y a un rapport de domination, l'esclave ne peut pas grandir, ni le maître. Mais entre l'esclave et le maître, il y a une relation d'amitié également. Oui, ça doit se terminer dans une relation d'amitié. Dans les époux, dans ce que vous disiez, Hein? il y a quand même une relation d'amitié, d'amour aussi dans les époux. Oui, mais qui est différent. Vous voyez, il y a l'amour. L'amour est différent entre les époux, les parents, les enfants, le maître et l'esclave. Oui. Et ces différences de l'amour sont toujours dans la croissance de la personne humaine. Vous voyez, il n'y a pas que l'amour des époux qui fait grandir. Si je vis dans une communauté humaine, le rapport avec les autres me fait aussi grandir. On avait vu ça en éthique, hein, c'est que la loi, par exemple, au niveau de la cité, m'oblige à faire des actes qui sont bons et qui sont différents des actes que je pose en famille. Par exemple, respecter le code de la route, pour respecter les autres, c'est pas une chose que je peux acquérir en famille, ça. C'est une vertu que j'acquiers grâce à la communauté. La loi me permet d'acquérir des vertus qui me font grandir, qui participent à ma croissance et qui ne sont pas celles directement de la famille. Est-ce que c'est pas au sein de la famille qu'on Et donc, voilà. attendez. Et donc, le rapport du maître et de l'esclave va impliquer aussi des actions qui sont différentes de celles de l'époux et de l'épouse et qui vont me faire grandir aussi. Comme pour les parents et les enfants. Donc les parents commencent à éduquer des enfants, ça leur ouvre des perspectives nouvelles qui les font grandir. Vous voyez ? Alors, vous voyez, il y a la croissance du côté vertical. Et ça, il n'y a que l'amour des époux et des époux qui fait ça. Vous voyez ? La croissance du côté de la faim, puisque l'autre est ma faim. Vous voyez, cette croissance-là, il n'y a que l'amour des époux. Après, la croissance qui vient de l'éducation des enfants, c'est une croissance qui est plus de l'ordre de l'épanouissement. Comme la loi. La loi de la cité, c'est de l'ordre de l'épanouissement. C'est une croissance qui me complète, vous voyez, qui actue des virtualités en moi qui autrement ne se seraient jamais actuées. Comme le travail, si vous voulez. Quand vous travaillez, vous acquérez des vertus que vous n'acquérez pas dans la famille. Comme le courage, la persévérance, vous voyez, par rapport à la matière. Hein? C'est ça que j'arrive Comment ? à comprendre. C'est au sein de la famille que ces vertus-là s'acquièrent. Oui, mais pas de la même manière.
voyez, au sein de la famille, vous avez quelqu'un en face de vous qui est vivant. Dans le travail, vous avez une matière inanimée. Donc, dans la famille, en face de vous, vous avez quelqu'un qui répond. Vous voyez, qui vous modère, qui vous... Face à la matière, vous pouvez facilement la dominer. Une personne, vous ne la dominez pas, sinon l'amour, il explose. Parce qu'il y a une régulation qui se fait au sein du couple. Face à la matière, il n'y a pas de régulation, vous êtes seul en face à la matière. Donc vous acquérez des qualités que vous n'acquérez pas dans la famille, mais qui ne sont pas essentielles pour la finalité. Ils ne sont pas essentiels. Vous voyez ? C'est pour ça que je dis que c'est complémentaire dans l'ordre de l'épanouissement de la personne humaine. Je voudrais vous poser une question. Oui. Comment adapter le terme d'esclave à notre société? Ah ben on peut pas, parce que le mot est complètement... C'est ah oui. le problème qu'on a. On peut pas, parce que le mot est complètement... Oui, le mot est complètement galvaudé. On peut pas. Dès qu'on parle d'esclaves, on pense à la colonisation. Voilà, c'est ça. Quel mot pourrait-il utiliser? Des serviteurs, voilà, des serviteurs, des aides. Vous voyez, vous avez une aide à domicile, voilà. Bon, elle ne fait pas partie de la famille, c'est différent. Mais bon, dans certaines familles, il y a des gouvernantes ou des... Voilà. Mais aujourd'hui, encore une fois, vous voyez, le progrès technique fait que les esclaves sont remplacés par des machines. Vous n'avez plus besoin de laver votre linge, vous n'avez plus besoin de faire la vaisselle, vous n'avez plus besoin de... Vous voyez, vous avez plein de machines qui fait que les serviteurs sont remplacés. Il n'y a plus besoin autant d'aide comme ça. Les machines remplacent. Mais le problème quand même, c'est qu'il existe des gens qui auraient besoin d'être aidés par des maîtres. Ah oui, ça toujours, ça toujours. Là, c'est la sagesse, oui. La sagesse. Là, mais, vous voyez, ce qu'on fait en ce moment, on se met à l'école d'un maître qui est un sage. C'est pour que nous acquérons la sagesse aussi. Oui. Mais les pseudo-esclaves de maintenant refusent d'acquérir cette sagesse. Ah oui. C'est pour ça que pour être esclave, au sens d'Aristote, il faut avoir une disposition où d'abord, on est lucide sur notre condition, qu'on n'arrive pas à grandir tout seul, on a besoin d'un autre qui nous aide. Pour les enfants, la question ne se pose pas, parce qu'ils sont dans la famille déjà, vous voyez, et ils n'ont pas à faire ce travail de dire, moi j'ai besoin d'être aidé pour grandir, etc. C'est naturel. Tandis qu'un esclave, il faut déjà qu'il soit disposé, sinon ça ne pourra pas aller. Excusez-moi, et à propos de la technique, etc., du machinisme, de l'automaticité, est-ce que le paradoxe, c'est que les hommes eux-mêmes ne sont pas de plus en plus asservis à ces machines qu'ils produisent? Voilà. C'est ça, l'instrument d'action, il est là. L'esclave, c'est pas une machine, c'est une personne que je dois respecter. Tandis que plus j'ai des instruments perfectionnés, etc., plus je m'y abandonne, plus la responsabilité diminue parce que c'est la machine qui prend en charge tout. Tandis que face à une personne humaine, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Oui, l'instrument d'action, c'est un instrument qui me permet de me perfectionner face à l'autre, qui est une personne humaine, et qui est différent de l'époux, qui est différent des enfants. Les enfants, je peux leur imposer des choses qu'un esclave, je peux pas imposer. Et je ne peux pas avoir une relation avec l'esclave comme avec l'épouse d'une intimité si forte qu'on peut passer sur deux choses. Vous voyez, on peut passer sur des défauts, des faiblesses. Non, pour l'esclave, je dois respecter quand même. C'est un intermédiaire entre les enfants et l'époux qui est utile pour la croissance du maître, mais qui est utile pour sa croissance, pas dans le sens de sa finalité, mais pour son épanouissement, encore une fois. Pour le bien vivre en société. Je peux poser une question? C'est vrai que, oui, dites. Je reviens à l'analogie âme-corps. Oui. Le corps, c'est le corps physique ou... Oui. Le corps matériel. Voilà, c'est pas forcément tout ce qui découle du corps physique, c'est-à-dire les émotions, les pulsions, tout ça.
Ah, ça fait partie du corps aussi, ça. Voilà, Oui, c'est tout ça. à fait. Oui, Ouais. bien sûr, ça fait du corps. Oui, Voilà. ça fait partie du corps. Donc l'âme est là pour être maître sans domination Du corps. Voilà. Ça s'appelle, vous voyez, le stoïcisme, c'est justement une domination de l'âme sur le corps. Ouais. Elle ne l'assume pas, elle le domine. Oui. Vous voyez? Et seule une véritable, comment dirais-je, prudence humaine est capable d'assumer le corps pour le bien de la personne. Eh bien, le rapport du maître et de l'esclave doit être de ce type-là. Oui. Avec un instrument animé séparé. Instrument animé séparé. Vous voyez, les enfants, je ne vais pas m'en servir pour la richesse de la famille. Je m'en sers pas. L'esclave, oui. C'est un instrument d'efficacité, mais qui est aussi un instrument de vie. Donc c'est tout à fait particulier. Vous voyez, et donc là, j'apprends des choses avec ça. Que je n'apprends pas avec les enfants, qui ont besoin aussi d'avoir un maître qui leur permet de grandir en sagesse et en prudence, mais ce n'est pas des instruments d'efficacité. Vous voyez, se servir de quelqu'un qui a une vie personnelle pour la production de la richesse, c'est extrêmement délicat, parce que je ne dois pas le dominer, je dois le faire grandir à travers ça. Donc c'est toute une autre chose que d'éduquer les enfants. Il y a un point commun, c'est que les deux ont besoin d'acquérir la prudence et la sagesse, mais ce qui est différent, c'est que l'autre est déjà une personne humaine, qui a une certaine dignité, qui a une certaine liberté que je dois respecter. L'enfant aussi, je dois le respecter, mais c'est pas pareil. Pas pareil parce que je ne vais pas lui demander de produire la richesse de la famille, de cultiver le jardin. Ben, petit à petit, oui, il apprendra. Ouais, c'est toute la perversité de nos sociétés. Aujourd'hui, les êtres humains, c'est des choses, c'est des numéros, c'est une rentabilité. Parce que c'est l'individu, c'est pas la personne, c'est l'individu. Vous voyez ? Et l'individu, c'est l'anonymat. C'est l'anonymat. Vous voyez, l'individu n'a pas de finalité. Donc je peux m'en servir comme une propriété, une domination. Si la personne a sa propre fin, qui la transcende et qui la fait grandir, je dois respecter ça, parce que tout le monde a le droit de grandir. C'est un droit vital de grandir. Hein. Mais pour grandir, il faut aimer. Oui, exactement. Et quel est le terme ultime de cette croissance? Entre l'époux et l'épouse ou... Donc, vous dites très souvent, on comprend bien, Ah oui. le but c'est de grandir. Voilà. Le but c'est de grandir. Grandir dans quoi? Grandir dans l'amour. C'est ça. Hein? C'est l'amour n'a pas de limite. Voilà, c'est le Et terme donc, ultime. oui, l'amour n'a pas de limite, et donc je peux grandir dans l'amour sans qu'il n'y ait aucune limite. Voyez ? Et ça, c'est le développement de ce qu'il y a de plus grand dans la personne humaine. Hein, ce qu'il y a de plus grand, c'est la vie de l'esprit. Et dans la vie de l'esprit, il y a quoi? Il y a l'intelligence et la volonté. Voilà. Et entre les deux, l'intelligence, elle est orientée vers le vrai, la volonté vers le bien. Voilà. Mais le vrai, il est relatif. Hein? Tandis relatif parce qu'il y a des vérités de plus en plus grandes et parce que je dois être relatif à l'autre pour connaître le vrai. Hein? Voilà. Dans l'amour, je suis aussi relatif à un bien qui me dépasse. Tandis que la vérité, je la découvre, elle ne me dépasse pas. Vous voyez, il n'y a que le mystère qui me dépasse. Hein? Le mystère au plan chrétien me dépasse, mais la vérité, si je la découvre, elle ne me dépasse pas. Tandis que le bien me dépasse toujours. Même si je l'aime, il me dépasse tout le temps. Donc c'est une voie de croissance. Tandis que l'intelligence, c'est une voie aussi de croissance, mais qui est très différente. Qui est très différente parce que quand je connais la vérité, j'en ai fait le tour en quelque sorte. Vous voyez, je la comprends, je l'assimile. Et chez Aristote, il y a bien une vérité ultime, oui, transcendante. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est Dieu. Voilà. C'est Dieu.
La sagesse, C'est Dieu et la sagesse, oui, c'est la recherche de la vérité jusqu'au bout. Hein. Sauf que là, autant le bien, c'est-à-dire aimer Dieu, implique une union avec ce Dieu, avec ce bien dont je vis, l'intelligence, je ne peux que le toucher. Je ne peux que toucher cette réalité. Vous voyez, je ne peux pas en vivre. Je peux que la toucher. J'en vis d'une certaine manière parce que je découvre qu'elle existe, mais je ne peux pas en vivre. Il n'y a que le bien, il n'y a que l'amour qui me permet de l'union, qui me permet d'en vivre. Hein. Donc il y a une croissance du côté de l'amour qui n'est pas la même du côté de l'intelligence et qui fait que le bien me dépasse tout le temps et que voilà. Tandis que l'intelligence, elle est limitée, elle est beaucoup plus limitée. Hein, même si je peux découvrir la vérité toujours plus et que je peux découvrir que Dieu existe, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Donc dans l'amour, je peux aller toujours plus loin. Dans l'amour de Dieu, je peux toujours grandir. La vérité, non, une fois que j'ai découvert que Dieu existe et puis qu'il est créateur et puis que voilà, je ne peux pas aller plus loin. Il n'y a que la foi qui me peut faire aller plus loin.